Maintenant, pour parler de ses funérailles d'État, Premier ministre Landry, et de son œuvre à travers ses quelques 40 ans de vie politique, je retrouve Jean-Yves Dutel, qui fut tour à tour attaché de presse, chef de cabinet, conseiller, mais surtout un grand ami de M. Landry. Bonsoir, M. Dutel. Bonsoir, Mme Bégin. Vous avez aussi agi à titre de maître de cérémonie cet après-midi de ses funérailles et vous avez dit d'entrée de jeu que M. Landry avait scénarisé chaque seconde de cette cérémonie. Jusqu'à quel point ces funérailles, elles ont été à l'image de M. Landry? Oh, je pense qu'elles ont été parfaitement à l'image de M. Landry. C'est il y a 2 semaines avant sa mort. Là. Comme vous savez, moi, je suis en train je l'enregistrais parce qu'il m'a demandé d'écrire sa biographie. Donc, je le voyais plus que de coutume. On s'est toujours vu au moins 1 fois ou 2 semaines. Mais là, j'y allais 4 fois par semaine. Et il me donnait chaque soir, il me donnait 2 heures que j'enregistrais. Donc, ça, il y a 2 semaines, qui a dit, bon, ce soir-là, pas de bio, il dit on va parler de mes funérailles. Et Chantal était là, puis on s'est assis, puis on l'a écouté, puis on a argumenté des choses. Puis, mais il savait ce qu'il voulait. Ouais. Il savait ce qu'il voulait. Et ces funérailles-là ont été ce qu'il voulait, absolument. Oui. Donc, et moi, je me souviens, il m'a dit, toi, Jean-Yves, tu vas être le gardien de mes funérailles. Ce que vous avez bien fait cet après-midi, d'ailleurs. Donc, M. Landry avait lui-même tout planifié. C'est donc lui qui avait choisi toutes les personnes qui ont pris la parole, parce qu'il y en a eu plusieurs. Absolument, absolument. Et c'était basé sur quoi, les critères? Ces critères, bon, il y avait la politique, le premier ministre du Québec, évidemment, Lucien Bouchard, évidemment. Puis les gens peuvent se poser la question, pourquoi Jean Charest? M. Landry était très respectueux des institutions. Il dit, je n'ai pas jugé de l'homme, il dit, je respecte l'institution. Et il dit, moi, j'ai été l'adversaire de Jean Charest, il a été mon chef de l'opposition, j'ai été son chef de l'opposition. Et il dit, dans ces conditions-là, il a toujours été un excellent gentleman. Ouais. Et il ajoutait, ça c'était du Bernard Craché, et il dit, tu sais, Jean-Yves, tu le sais, il dit, il va être entouré d'indépendantistes, peut-être ça lui fera changer d'idée. Militant vraiment jusqu'à la fin. Oui. Et ça, donc, on dit... Oui, allez-y. Oui, donc ça. Puis après, c'était uniquement basé sur l'amitié. Sur l'amitié, les gens avaient d'autres fonctions, mais c'était basé sur l'amitié. Et donc, uniquement là-dessus. Alors, tous ceux qui ont passé, et c'était uniquement basé sur l'amitié qu'il leur portait et qu'eux lui portaient. Donc, plusieurs personnalités. Le premier ministre actuel, 2 anciens premiers ministres, M. Charest, M. Bouchard. Oui. En revanche, l'ancienne première ministre, Pauline Marois, n'a pas été invitée à prononcer une allocution funérailles de M. Landry. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Écoutez, il n'y a pas de message là-dedans. Il y a beaucoup de gens, plusieurs gens qui n'ont pas été invités à publier parce qu'il y avait un problème de temps également, OK? Donc, par priorité. Mme Marois, c'est vrai, a été première ministre, a été au Parti québécois, mais tout le monde sait que Mme Marois et M. Landry ne se fréquentaient pas par ailleurs dans la vie. Ce qui n'est pas le cas de Lucien Bouchard, où Bernard Landry et Lucien Bouchard sont devenus des amis et les couples se fréquentaient. Et M. Bouchard est encore passé à Verchères il y a quoi, 1 semaine et demie. Oui. Donc, il ne faut pas voir de plan machiavélique là-dessus. C'est une question d'amitié, à part finalement M. Legault et M. Charest, mais encore que M. Legault, on ne peut pas dire que c'est une amitié, mais encore M. Legault a servi sur M. Landry, et il n'y a jamais eu d'inimitié entre M. Legault et M. Landry. Alors, il ne faut pas voir midi à 14 heures. Oui. Parce que je pourrais vous dire, quand on a fait la liste avec lui, je veux dire, on serait arrivé à 35 personnes. À un moment donné, il a choisi. Oui. Est-ce qu'il y a un moment ou un hommage qui vous a touché plus particulièrement? Si, pardon? S'il y a un hommage ou un moment des funérailles qui vous a touché? J'ai beaucoup vibré parce que je le connais, parce que je suis allé voir ses cours. J'ai beaucoup vibré à l'hommage de Jean-François Payette, qui enseignait avec lui, puis il tenait son cours. Parce que j'étais allé assister 2 fois à un de ses cours et c'était magique. C'était magique, voir là 150 étudiants bouche bée qui buvaient ses paroles. Et Jean-François l'a bien rendu, parce qu'il y a cet aspect de M. Landry. M. Landry disait qu'enseigner était le plus noble des métiers. Okay? Ouais. Donc, ça m'a, moi, personnellement touché. Bon, après, je veux dire, que ce soit M. Pellado, que ce soit Gilles Barry, tout le monde était sur le message
de la lutte de M. Landry. Et là, je dois ajouter, M. Landry m'a dit à son épouse et à moi, il m'a dit, mes funérailles doivent être politiques. Depuis une semaine, tout le monde rend hommage au fait que M. Landry était un militant exemplaire, un souverainiste jusqu'à son dernier souffle. Vous l'avez connu personnellement et vous le connaissez depuis plusieurs années, vraiment. Quelle était sa plus grande qualité, selon vous? M. Landry, sa plus grande qualité, l'écoute et la bienveillance. M. Landry savait écouter, puis là, les larmes me viennent aux yeux parce que aussi personnellement, je veux dire, quand vous connaissez quelqu'un depuis 47 ans, et rapidement, ma petite histoire, moi, je n'ai pas connu M. Landry au Québec. Moi, j'étais alsacien, j'habitais à Strasbourg, j'étudiais à l'université, et j'ai entendu un discours dans d'autres circonstances de Bernard Landry, qui était jeune, et moi aussi, en Alsace, et je suis allé lui parler parce qu'il était déjà un orateur hors pair, et par la suite, bon, je ne peux pas dire que c'est à cause de lui que je suis venu, mais il a été un facteur. Donc, M. Landry, l'écoute, il a une écoute. Vous pouvez vous écouter sur vos problèmes et vous donner des solutions. Ça, bien, je passe sur, bien sûr, très intelligent, cultivé, etc. Mais moi, ce que j'apprécie en lui, c'est l'écoute. Oui. Vous êtes en train de préparer, vous nous le disiez un instant, une biographie de Bernard Landry qui va paraître, je pense, c'est en juin 2019. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Comment vous allez vous y prendre? Regardez, c'était d'accord avec lui puisqu'il m'a demandé de la rédiger. Donc, le plan, etc., on l'a fait ensemble. Je ne peux pas dire que ce soit une biographie au sens strict comme on l'entend. Vous savez, il est né à telle date, il a fait ci au collège. Non, ce que je veux faire ressortir, et maintenant, à la lumière de son décès encore plus, ce que je veux faire ressortir, c'est que cet homme-là était un passionné dans tout ce qu'il faisait. Et tout était basé dans sa vie, tout était basé sur améliorer le Québec, améliorer l'économie du Québec, améliorer la richesse du Québec, pour lui améliorer la liberté du Québec par l'indépendance. Donc moi, c'est le grand œuvre, si je puis dire. Ça va être un peu, c'est quel héritage nous laisse cet homme? Et l'héritage est faramineux. Moi, j'en connais des choses parce qu'il y a toutes sortes de périodes où j'étais avec lui à son cabinet, mais en fouillant, en faisant mes recherches, j'ai trouvé plein d'affaires que je ne savais même pas moi, je savais pas moi-même. Donc, c'est l'héritage de cet homme. Je voudrais, si je peux prendre un exemple comme ma petite fille qui a 2 ans, je voudrais que ma petite fille un jour lise cette biographie qu'aurait écrite son grand-père et qu'elle dise « Waouh, qu'est-ce qu'on a eu un grand homme en Bernard Landry ». Oui. On a beaucoup souligné ses réalisations, évidemment, au cours de la dernière semaine. On a beaucoup parlé de la signature de la paix des Braves avec la Nation Crie sur le développement des ressources naturelles du Grand Nord. Est-ce que pour vous, c'est sa plus grande réalisation? Moi, j'en ai 3 réalisations que je n'arrive pas à départager. Lui, il disait que sa plus grande réalisation, c'était la bataille du libre-échange et tout de suite après la paix des Braves. Moi, j'en ai une 3e. Qui est l'équité salariale en 1997, pilotée par Louise Arel, mais financée et appuyée par Bernard Landry, ministre des Finances. L'équité salariale lui tenait à cœur. M. Landry était un féministe, lui n'avait pas peur de le dire, et d'il y a longtemps. Il faut dire qu'il était à bonne école avec sa première épouse, Lorraine, et avec sa deuxième aussi. Également. Ce sont 2 femmes solides. Donc, je veux dire... Donc, moi, je vois l'équité salariale comme très importante parce que ça change fondamentalement notre société et le regard et l'attitude qu'une société peut porter envers les femmes, notamment. Et je trouve ça important. La paix des Braves, oui, évidemment. Vous savez que la paix des Braves est maintenant à l'ONU un exemple que l'ONU donne à d'autres pays en disant vous pourriez régler vos problèmes avec vos Premières Nations de cette façon. Oui. Juste parce que je suis curieuse, quel titre va avoir votre biographie de M. Landry? Je ne sais pas arrêter encore, mais le mot patriote va être dedans. Parce que ça va vraiment... Je ne peux pas ne pas mettre le patriote. Est-ce que ça va être le patriote de Verchères? Est-ce que ça va être le chemin d'un patriote? On ne sait pas encore. Il faut aussi qu'on décide avec mon éditeur, évidemment. Bon. Le décès de M. Landry, M. Dutel, survient près de 3 ans après le décès de Jacques Parizeau. Camille Lorrain, Gérald Godin, Pierre Bourgault sont tous décédés il y a plusieurs années de ça. Évidemment, M. Lévesque est mort depuis plus de 30 ans maintenant. Est-ce que le départ de Bernard Landry marque la fin de toute une génération de souverainistes?
ça marque la fin d'une génération de souverainistes, ça ne marque pas la fin de la souveraineté. Et je prendrai les propres mots de l'ancien premier ministre Jean Charest aujourd'hui, qui pourtant, Dieu sait qu'il n'est pas souverainiste, qui a dit et qui avait dit à la télévision, faites attention, n'enterrez pas les indépendantistes et l'indépendance. Et il a bien raison. Oui, mais c'est la fin d'une génération, c'est sûr. Écoutez, je suis presque dans cette génération-là. Alors, je dis à mes enfants, je dis, moi, vous prenez la relève. Ça, c'est sûr que oui, c'est la fin d'une génération. Ouais. Et c'est la fin d'une grande génération, si je puis dire. OK? Mais je précise, et c'était l'analyse de M. Landry, je précise qu'il y a une nouvelle génération en gestation. Le grand public ne la connaît pas encore, peut-être moi-même, je ne la connais pas encore. Vous savez, au Parti québécois, et Dieu sait que je n'ai plus été militant avec l'arrivée de M. Lisée, au Parti québécois, il y a 80 000 membres. Mais il y a sur ces 80 000 membres, à peu près 30 000 membres qui ont en dessous de 30 ans. Ouais. Il y a un terreau. Il faut rebâtir. Le soir du 1er octobre de l'élection, j'étais à Verchères et moi, je déprimais vers 9h30. Et je dis, bon, moi, j'en ai assez entendu, je m'en vais dormir. Et Bernard m'a dit, Jean-Yves, tu peux dormir. Mais demain matin, on se lève et on recommence. Oui. J'ai eu le privilège d'interviewer M. Landry il y a 3 ans pour les fins d'un documentaire. Sa ferveur souverainiste, bon, vous en parlez, n'avait aucunement faibli, était resté intact, même s'il avait quitté la politique depuis plus de 10 ans, la politique active. Oui. Cet après-midi, une des personnes à lui rendre hommage, le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, a dit dans son allocution que Bernard Landry était optimiste quant à l'avenir. Comment, justement, il voyait la suite des choses pour le mouvement souverainiste au Québec? Vous me le dites, il était encore optimiste. Écoutez, on n'a pas pu aller trop dans le détail avec lui, mais pour la biographie aussi, sans penser qu'il allait mourir. Sur la fin, il y avait bien entendu l'espoir. C'est parce que M. Landry faisait une analyse historique. Moi-même, je suis historien de formation. Oui. Donc, dans un délai historique, dans une période historique, l'histoire le démontre. Une cause nationale, là on parle de la cause nationale, mais une cause nationale, que ce soit partout ailleurs dans le monde, elle n'est pas réglée tant qu'elle n'est pas réglée, comme disait mon prof d'histoire. On se souvient peut-être de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, mais dites-vous que c'était ce que les pays européens pensaient avoir réglé il y a 400 ans, il y a 500 ans, il y a 600 ans. Okay? Donc, M. Landry basait ça sur un développement historique, et il basait ça. Bien sûr, on est peut-être dans une période, comme disaient les jeunes, c'est peut-être plus individualiste. D'ailleurs, c'est assez ironique. Ces jeunes plus individualistes qui gagnent plus d'argent, beaucoup le doivent à l'œuvre de M. Landry en économie. OK? quand on parle des nouvelles technologies, ils doivent tous ça à M. Landry. Alors, c'est une période, le balancier va revenir. Et il faut... On voudrait tous, nous, que ça arrive demain matin, mais il faut une patience et il faut surtout, ce qu'il me disait, il dit, il faut retransformer le message. Il dit, il faut retransformer le message dans des faits et des gestes de cette génération-là. Et c'est tout à fait possible. Il me disait, par exemple, il dit, je ne comprends pas que le Parti québécois soit pas le meilleur parti environnementaliste. Il dit, c'est une cause nationale, ça. Il dit, si on veut un pays, il dit, on veut un pays propre. OK? On verra alors si le message va changer. Oui, écoutez, c'est à voir. Mais donc, c'est la division du vote souverainiste qui le rendait un peu amer et malheureux. Jean-Yves Dutel, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. On va attendre votre biographie. Merci d'avoir pris la peine de livrer votre témoignage. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.